Donc, vous pouvez trouver différentes définitions. Donc, on peut parler de les mots-clés, les définitions, ce qu'on trouve en encyclopédie Larousse. Donc, on définit un algorithme comme un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini. Les mots-clés, c'est ça. Donc, c'est un ensemble de règles opératoires, la résolution d'un problème et le nombre d'actions doit être fini, ou bien le nombre d'opérations doit être fini. Ce qu'on trouve, donc vous intervenez, dès qu'il y a un problème, vous intervenez pour ne pas aller avec le bug. Ce qu'on trouve, le livre Hada de Corman, c'est un grand livre algorithmique qui est conseillé, je vous le donne à la fin. Donc, il définit l'algorithme comme étant une procédure de calcul bien définie, donc il n'y a pas d'ambiguïté, qui prend en entrée une valeur ou plusieurs valeurs, un ensemble de valeurs, qui donne en sortie une valeur ou un ensemble de valeurs. Un algorithme est donc une séquence d'étapes de calcul qui transforme les entrées en sorties. Ce qu'on trouve dans un autre ouvrage, c'est qu'un algorithme est un ensemble d'opérations et de calculs élémentaires. Élémentaires, c'est très important parce que les actions doivent être comprises par la machine. Donc, on ne peut pas parler de n'importe quelle action, mais elles doivent être élémentaires, donc le plus simple possible. Ils sont organisés avec des règles précises, donc je ne peux pas définir les actions n'importe comment. Ça doit respecter certaines règles dans le but toujours de résoudre un problème et après un nombre fini. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les termes, les mots-clés, ils reviennent. Les règles précises, la résolution d'un problème, le nombre d'actions doit être fini, la non-ambiguïté des actions, ainsi de suite. Enfin, je peux définir, donc je regroupe les définitions et je dirais qu'un algorithme est une suite finie, non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Et spécialement, on dit une classe de problèmes au lieu d'un problème, c'est parce que l'algorithme Internet doit être universel. Ça veut dire que je ne vais pas résoudre pour une instance donnée, mais plutôt pour une classe de problèmes. Généralement, on prend le problème, par exemple, de résolution d'une équation du second degré, ax au carré plus bx plus c. Alors, dans ce cas, on ne va pas résoudre une équation par 2x carré moins x plus 2 égale à 0, mais c'est une solution pour n'importe quelle valeur de n'importe quelle instance, donc pour n'importe quelle valeur de a, b et c. C'est ce qu'on appelle instance. Alors, les propriétés de l'algorithme, lorsqu'on parle d'algorithmique, lorsqu'on développe des algorithmes, on parle de validité de l'algorithme. La validité de l'algorithme est son aptitude à réaliser exactement ce qu'on veut. Donc, on a un problème, on veut trouver une solution. Donc, on parle de validité. L'algorithme est valide, c'est lorsqu'il répond exactement à ce qu'on veut. Maintenant, s'il ne répond pas exactement au problème posé, on dit qu'il n'est pas valide. Et bien sûr, le but d'Internet toujours, c'est d'avoir des algorithmes valides. Deuxième propriété, c'est la robustesse de l'algorithme. Donc, un algorithme doit être robuste. Robuste, ça veut dire qu'il est apte à protéger, il a l'aptitude de se protéger des conditions anormales d'utilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on développe un algorithme, on doit prendre en compte les différentes instances possibles et les différents cas particuliers possibles. On a par exemple une équation du premier degré. Donc, la solution de TAHA, c'est moins AX plus B égale à 0, donc c'est moins B sur A. Donc, si l'algorithme TANA, on n'a pas prévu le cas A égale à 0, à un certain moment, le programme va se planter, il va s'arrêter. Et donc, on dit qu'il n'est pas robuste parce qu'il y a des instances où il est bloqué, il bloque l'algorithme TANA. Donc, si on veut qu'il soit robuste, il faut prendre en compte le cas si A égale à 0. Et on va dire, donc, si A égale à 0, il n'y a pas de solution. Sinon, c'est une solution unique, donc moins B sur A. Donc, tant qu'on prend on prend en compte les cas particuliers, ça veut dire que notre algorithme, il est robuste. Réutilisable, la réutilisabilité de l'algorithme, c'est une propriété très importante, c'est parce que des fois, on développe une solution pour un problème donné, et on se pose la question, si on a un problème similaire, qui ressemble au problème posé, est-ce que notre algorithme, il est apte à résoudre le problème? Alors, si on fait des paramètres, ça veut dire que si notre algorithme est paramétrable,
Si l'algorithme, la solution qu'on a proposée, elle est paramétrable, de telle sorte que si je change les paramètres, je peux résoudre un problème similaire. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quel problème, mais un problème similaire. Donc, on dit que notre algorithme, il est réutilisable. Par exemple, on a un algorithme qui calcule le plus court chemin entre deux villes. Donc, on a le but, au départ, le problème, c'est le plus court chemin entre deux villes. OK, on a développé la solution. On va bon, dans la même ville, je veux avoir le plus court chemin entre deux écoles. Est-ce que c'est possible de le faire? Donc, si on a prévu ça, ça veut dire que si on donne des paramètres des deux points, que ce soit une ville ou là, des écoles ou là, des stades ou n'importe quoi, on dit que l'algorithme est réutilisable et dans ce cas, donc, il a une bonne propriété, c'est que ce n'est pas la peine de changer l'algorithme totalement, mais il suffit juste de changer quelques paramètres. Et enfin, on parle de complexité de l'algorithme. Donc, la complexité de l'algorithme, ça veut dire qu'on va voir quel est le niveau d'efficacité de l'algorithme. Lorsqu'on parle de complexité, en fait, ça sera le premier chapitre officiel de l'année en cours, la deuxième année. Donc, on va étudier la quantité de ressources nécessaires pour traiter le problème TANA. Est-ce que l'algorithme TANA demande une grande quantité de ressources ou là une petite quantité de ressources? C'est ce qui fait de l'algorithme, est-ce qu'il est efficace ou non. Donc, on a l'étude de la complexité, donc ça sera l'étude du nombre ou de la quantité des ressources. Les ressources, lorsqu'on parle d'informatique, on a deux ressources principales, ce sont donc le temps et l'espace mémoire. Donc, on parle de complexité temporelle, c'est le nombre d'instructions, d'actions utilisées dans la solution. Ou là, la complexité spatiale, donc c'est l'espace, c'est la quantité d'espace mémoire nécessaire à la solution. Maintenant, le but de cette année-là, on va faire le module algorithmique et structure de données. L'année passée, c'était S1, c'était algorithmique, initiation à l'algorithmique. On va faire la programmation et structure de données. Donc, on avait donné des traductions à l'algorithme avec des structures de données. Maintenant, c'est quoi l'algorithmique? Est-ce qu'il y a toujours problème de son? Non, monsieur Nismafik. OK. Donc, algorithmique et structure de données, c'est la suite. Cette année-là, c'est la suite des deux semestres passés. Donc, on a une partie qui s'appelle algorithmique et une partie fait structure de données. Alors, algorithmique, c'est quoi? Donc, on a vu qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. C'est une suite d'actions finies dans le temps, ordonnées, qui va résoudre un problème spécifique, ainsi de suite. L'algorithmique, c'est quoi? C'est l'art de concevoir justement ces solutions. Donc, on dit que l'algorithmique, c'est la science des algorithmes. Donc, l'algorithmique s'intéresse à l'art de construire des algorithmes, ainsi qu'à caractériser ce qu'on avait vu avec Maqbel, c'est les propriétés de l'algorithme. Est-ce que l'algorithme est valide? Est-ce qu'il est robuste? Est-ce qu'il est utilisable? Est-ce qu'il est complexe ou efficace ou non? Justement, l'étude ADIA, ça fait partie de cette science de l'algorithmique. L'algorithmique, il permet donc de passer d'un problème à résoudre à un algorithme. Ça veut dire que lorsqu'on va définir le problème et on propose une solution, c'est la science d'algorithmique. Lorsqu'on arrive à la solution finale, on parle d'algorithme. Donc, on est arrivé à un algorithme. Alors, quelles sont les démarches justement pour résoudre un problème donné? Bon, spécifiquement, les démarches, c'est pour n'importe quel problème, que ce soit en algorithmique ou autre, mais là, on parle spécifiquement en algorithmique ou dans le domaine informatique. Donc, la résolution d'un problème, elle passe par des étapes. La première étape, c'est l'analyse du problème. Ça veut dire que lorsqu'on nous pose un problème, je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux exactement? C'est-à-dire, il faut bien cerner le problème de telle sorte à savoir ce qu'on veut. Parce que si je ne sais pas ce que je dois faire, impossible de trouver une solution. La première chose à faire, l'analyse, c'est de comprendre très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Hadia nous mène à définir les données du problème. Ça veut dire que je me dis, voilà, je veux telle chose, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de telle donnée. Et je donne les caractéristiques de ces données. J'ai besoin des données numériques, données alphabétiques, données alphanumériques, ainsi de suite. Et en même temps, je dois définir les résultats. Je vais aller où? Qu'est-ce que je veux comme résultat? La même chose, là, je définis quelles sont les caractéristiques des résultats et quels sont leurs types. Et bien sûr,
la relation entre les données et les résultats. Ça veut dire comment passer, parce que c'est passer, résoudre un problème, c'est qu'on va passer des données vers les résultats. Alors la relation comment passer des données vers les résultats, c'est justement ce qu'on appelle l'algorithme la partie action. Donc ça fait l'analyse, donc c'est le sujet, c'est la partie en tête. Donc c'est la partie déclaration, ce qu'on a vu avec les algorithmes, définir les données en entrée et les données en sortie, les résultats en sortie. Et c'est la partie action. Structure de données, c'est quoi? C'est algorithmique. Ou l'algorithme. Les structures de données, c'est quoi? Donc, on dit qu'une structure de données, c'est une manière d'organiser les données pour les traiter plus facilement. Une fois qu'on a défini les données, on a défini les résultats, on a défini leurs caractéristiques, leur type, et on a défini exactement ce qu'on veut et le cheminement à faire, donc pour aller des données aux résultats. Maintenant, lorsqu'on passe à la programmation, à l'implémentation, il faut définir la structure de données, c'est-à-dire quelle est la donnée, les caractéristiques de la donnée ADIA, donc il faut la définir exactement, la machine, comment ça va être. Alors, on vous dit que c'est une manière d'organiser les données. Alors, le problème, on a vu qu'on avait besoin de nombres A et B et C, mais alors comment je représente ces données-là, A, B et C, en mémoire, de telle sorte que le traitement soit facile. Alors, c'est une structure de données, c'est une mise en œuvre concrète d'un type abstrait, parce que lorsqu'on parle d'un entier, un entier, qu'est-ce que je peux faire avec un entier? Je peux additionner, je peux soustraire, je peux diviser, je peux multiplier. Alors, tout ça, c'est une abstraction. Lorsque je le mets en œuvre, donc un impôle, voilà, je vais utiliser un type entier. Le type entier, c'est une structure de données. Bon, c'est une structure de données, c'est vrai que c'est une structure de base, mais c'est une structure de données. Je fais les réels, par exemple, c'est une structure de données. Et bien sûr, lorsque les données deviennent plus importantes, ça demande une représentation plus importante. Et dans ce cas, on accède exactement dans des structures de données avancées. La structure générale d'un algorithme, on l'a vu aussi. Donc, il y a une partie en tête. Généralement, donc, on l'a traduit par algorithme, de l'algorithme point virgule. On a une partie déclaration. Donc, les déclarations, on a généralement les constantes, les types et les variables. Les constantes, donc, on utilise le nom de l'objet, le nom de la variable, égal à la valeur de l'objet, point virgule. S'il y en a plusieurs, donc, je vais les citer l'un après l'autre. Les types, donc, vous avez vu qu'on peut définir des types d'utilisateurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas des types de base. C'est des types qu'on construit nous-mêmes, mais ça sera toujours à la base des types simples. Donc, dans ce cas, je donne le nom à l'objet, le nom du type, la variable taille, le type, le nouveau type, et je donne le type. Par exemple, on a vu les enregistrements, où là, donc je définis un type étudiant, par exemple, c'est un enregistrement de tel champ. Les variables, parfois, vous pouvez trouver qu'on écrit variable carrément, et non pas varbark. Là, on utilise les deux points. Le type de l'objet, c'est un type simple qui est prédéfini avec un point virgule. Bien sûr, bon, on a vu, s'il y a différents objets qui ont le même type, je peux les séparer par des virgules. Donc, c'est des syntaxes qu'on va utiliser le long de ce module-là. On a la partie action. La partie action est toujours entre début et fin. Et entre les deux mots-clés à dommage, je trouve différentes actions possibles, donc de 1 à 1. Là, c'est un bloc d'action. Donc, je dis bien, c'est juste des rappels pour avoir le même langage. Alors, les actions, qu'est-ce qu'on a fait les actions? On a vu l'affectation. L'affectation, donc, c'est toujours un nom de variable, un nom d'objet, un identificateur qui reçoit une expression. Et on a vu que l'expression peut être arithmétique ou bien logique. On a les structures de contrôle. Première structure de contrôle, on a vu les structures alternatives ou bien les conditionnels. On avait vu 3 types de conditions. Donc, on a le si condition, alors bloc action fin de si, il n'y a pas de sinon. Le deuxième cas, on a un sinon, donc si condition, alors bloc action 1, sinon bloc action 2, fin de si. Et on a vu aussi le cas vous,
cas d'une expression, elle vaut donc différentes valeurs de l'expression. Et à chaque valeur, je lance une action ou un bloc d'action. Donc, valeur 1, c'est bloc d'action 1, c'est de suite. Et enfin, c'est facultatif. Ça peut exister comme ça peut ne pas exister. Sinon, dans le cas où l'expression est différente de toutes ces valeurs-là, j'exécute le bloc action autre. Ensuite, on a vu les structures itératives, ou ce qu'on avait appelé les boucles. Les boucles, donc on a vu 3 types de boucles. On a la boucle tant que, la syntaxe donc tant que condition faire, bloc action fait. On a vu la boucle répétée, qui est presque le tant que, sauf que la condition c'est l'inverse de la première condition. Donc la syntaxe c'est répéter bloc action jusqu'à condition, point virgule. Et enfin, on a vu la boucle pour un compteur qui commence à une valeur 1, à une valeur 2, faire bloc action fait. Et on a une deuxième version, une deuxième syntaxe du pour. Donc, vous utilisez le pour avec une affectation, là on utilise 2 pour compteur 2, valeur 1 à valeur 2. J'accepte les deux, parce que ça dépend des sections. Peut-être qu'il y a des sections qui utilisent la syntaxe, les autres, ils ont utilisé celle-là. Donc, puisque les étudiants arrivent de différentes sections, on accepte les deux syntaxes. Ensuite, on a vu les actions paramétrées, qui fait partie aussi de l'algorithme, qui fait partie des algorithmes. Donc, tout ça, c'est de l'algorithmique, parce que on a le module fait algorithmique et structure de données. Ce qui concerne l'algorithmique, donc, la dernière chose que je fais les algorithmes, c'est les actions paramétrées. Donc, on a vu les fonctions. La syntaxe d'une fonction, donc, vous avez le mot-clé fonction, suivi du nom de la fonction. Ensuite, il y a une suite de paramètres formels. On a le type du résultat de la fonction. Ensuite, la fonction, il y a une partie de déclaration, elle n'est pas obligatoire. Il y a des variables locales, donc on les définit là. Sinon, on passe directement à l'action. Donc, s'il y a des variables locales, on les déclare ici. Début, donc bloc action. Une première syntaxe des fonctions, c'est que le nom de la fonction doit apparaître dans le corps, dans la partie action. Donc, quelque part, la partie action, je dois trouver le même nom Hadaya qui reçoit une expression. C'est-à-dire la première syntaxe, peut-être d'autres sections derrière une autre syntaxe utilisée au Hadaya. Donc, au lieu de mettre le nom qui reçoit, ils utilisent le mot-clé retourné. Bon, aussi, j'accepte les deux parce que les gens arrivent de différentes sections, donc peut-être il y a des sections qui ont favorisé la syntaxe, d'autres la première. Donc, on accepte les deux, on n'a pas de problème. Donc, le cas Hadaya, généralement, ou bien qu'on déclare une variable, on peut retourner la variable, ou là, carrément retourner une expression suivant les paramètres manipulés la partie. Ensuite, on a vu les procédures. Les procédures, alors là, il n'y a pas d'une différence de syntaxe. Donc, une procédure, c'est quoi? On dit le mot-clé procédure, je donne le nom de la procédure, les paramètres formels, la partie déclaration, s'il y en a, donc il y a, parce qu'on a les variables, ce qu'on appelle les variables locales à l'action paramétrée. Début, on a un bloc d'action. Et fin. Et bien sûr, lorsqu'on a vu les fonctions et les procédures, on a utilisé l'appel, parce que c'est la déclaration, l'appel, mais ben, je fais les mots-clés, fonctions et paramètres. Attention, et procédures. Donc, si j'appelle une fonction, je l'appelle directement par son nom de fonction et je donne le paramètre, les paramètres effectifs. Un informel, ça veut dire le cas général. Le cas général, voilà ce que doivent être les paramètres. Qui sont effectifs, donc je vais remplacer les paramètres formels par les paramètres effectifs. Donc, on a la fonction, elle se comporte comme une variable. Ça veut dire que je peux faire une affectation, par exemple, x reçoit max de tel. Par exemple, en mathématiques, cal x, a reçoit sinus de x. Pardon. L'appel d'une procédure, par contre, il se comporte comme une action. Donc, la même chose, je donne les paramètres effectifs, mais le comportement TAHA se comporte comme une action. Donc, je ne peux pas affecter une procédure, attention. Je peux affecter une fonction, parce que c'est comme une variable, mais je ne peux pas affecter une procédure. Quand on dit une procédure, dire toujours en tête la procédure lire, par exemple. On utilise l'algorithmique, lire ou écrire. Donc, c'est le sens de la procédure. Je ne peux pas mettre si lire X, ou l'encolo A reçoit lire X. L'encolo lire X directement, ou écrire X. Donc, la même chose ici, lorsqu'on manipule des procédures, la procédure se comporte comme une action.
La fonction se comporte comme une variable. Alors, on a parlé aussi du passage des paramètres. Le passage des paramètres, parce qu'on a des paramètres effectifs, formels, qu'on déclare au moment de la déclaration de la procédure de la fonction. On a des paramètres qui sont appelés des paramètres effectifs qui sont utilisés au moment de l'appel. Alors, on a deux modes de passage. On a vu qu'il y avait deux modes de passage. On a vu le mode de passage par valeur, là, ce qu'on a appelé mode de passage en entrée. Dans ce cas, l'action paramétrique, qu'elle soit procédure ou la fonction, généralement, les fonctions n'ont autre que ça, donc juste des passages par valeur. Mais on va voir qu'il est possible, même une fonction, je peux lui transmettre des paramètres avec le deuxième mode. Mais qui peut en entrée ou la par valeur, ça veut dire que les paramètres manipulent des copies. On va faire une copie de la donnée. Je ne vais pas travailler sur la donnée originale, mais je travaille sur une copie des données passées comme paramètres. Alors, une fois terminé, les valeurs originales ne changent pas. Ça veut dire, même si je fais des changements à l'intérieur de la fonction, de la procédure, si le paramètre il est passé en entrée ou la par valeur, même s'il change à l'intérieur, lorsque je sors de la fonction, de la procédure, la valeur originale reste intacte. Alors, on dit que les paramètres effectifs, c'est-à-dire ce que je donne à l'appel, sont traités comme des variables locales. Qu'est-ce que une variable locale? Vous savez bien qu'une variable locale, lorsque je sors de la procédure, je sors de la fonction, là, elle est oubliée. En quelque sorte, je libère son espace dans la mémoire. Donc, la même chose ici. Je fais des copies des paramètres, je lance mon traitement. Une fois que je termine, je libère quand même l'espace dans les copies et je remets les valeurs originales aux paramètres d'entrée. Le deuxième type de passage, c'est le passage par adresse. On l'a appelé aussi mode de passage en entrée-sortie. Là, parfois, on l'appelle aussi mode de passage par référence. Tout ça a le même sens. Par adresse, déjà, donc vous voyez là. Donc, on utilise l'adresse de la variable et non pas une copie. Ça veut dire qu'on travaille sur des données originales. Alors, le cas de le passage par adresse, l'action paramétrée manipule des données originales, ce qui fait qu'une fois terminée la procédure de la fonction, les variables originales sont affectées. Ça veut dire que tout changement, toute modification faite à l'intérieur, elle sera automatiquement prise en compte la variable. Donc la valeur initiale de la variable peut changer dans ce cas. Donc parce que les paramètres effectifs sont traités comme des variables globales. Le mode en entrée, il est traité comme variable locale, donc dans la procédure est libérée à l'espace. Par contre, il sera traité comme des variables globales. Une variable globale, donc, la procédure, il chauffe, parce qu'on a la variable globale, la visibilité, elle est très grande. Donc, et si je vois la variable globale, donc si je la change, elle est changée. Même si je suis à l'intérieur, elle est à l'extérieur, je peux la changer. Donc, un paramètre qui est passé par adresse, ou par entrée-sortie, ou par référence, on travaille sur l'original directement. Et dans ce cas, donc, il ressemble à une variable globale. Les structures de données, donc on a une partie algorithmique, c'est ce que j'ai parlé maintenant, donc les structures de contrôle, les boucles et tout ça, ça concerne l'algorithme. Les structures de données, non. Ça n'a rien à voir, bon, entre parenthèses, ça n'a rien à voir avec les méthodes de traitement, c'est-à-dire les boucles, les lectures, les écritures, les affectations. Donc, on a vu quand même, l'année passée, quelques structures de base. Je faisais déjà les types de base, les types simples, c'est des structures de données. Les 4 types de base, les entiers, les réels, les caractères, les booléens, ce sont quand même des structures de données. Ça peut, à travers ça, je peux modéliser, je peux représenter une donnée. Donc, c'est un moyen de représentation. Une structure de données, c'est un moyen de représentation des données de telle sorte que je peux les traiter d'une manière très facile. Donc, si je modélise mes données en entrée, c'est un entier, c'est un réel, c'est un caractère, donc, à partir de là, je peux exécuter des opérations. Si c'est un entier, donc je peux faire une division, une multiplication, une soustraction. Si je fais une division, donc il ne va pas y avoir des virgules, ça veut dire que le résultat sera entier. Donc, par 3,2, ça va donner 1 et non pas 1,5. Si c'est un réel, par contre, donc je vais prendre en compte tous les chiffres après la virgule. Si c'est un caractère, donc je ne peux faire que affecter ou l'afficher. Si c'est un booléen, donc c'est un résultat vrai ou faux. Donc, tout ça, c'est une modélisation des données. Et donc, Hadoma,
c'est des structures qui nous permettent justement de représenter ce type de données. Une fois qu'on a fait HDA, à un certain moment, je peux définir des tableaux. Mais les tableaux, ce n'est autre qu'un regroupement de variables de même type. Ça veut dire que plusieurs entiers, on a vu qu'on pouvait les regrouper dans un tableau. Tableau, je donne sa dimension, je donne sa taille en quelque sorte, et on définit des opérations sur le tableau. En plus de ça, il y a des opérations spécifiques au tableau. L'accès à un élément du tableau, il se faisait avec un T, crochet, l'indice I, ainsi de suite. Toujours, donc c'est une méthode de représenter les données. C'est pour ça qu'on les appelle des structures de données. L'exigence des tableaux, c'est que les variables doivent être du même type. Donc je ne peux pas avoir un tableau fait des entiers, des réels, des caractères ou des booléens. Il faut que tous les éléments du tableau soient du même type. On va opter pour entier, donc les mêmes tableaux d'entiers. Opter pour des réels, c'est un tableau de réels, et ainsi de suite. En bas, on a trouvé d'autres problèmes. Parfois, on manipule des objets, ils sont caractérisés par des champs avec des types différents. Or, un tableau ne peut pas gérer ça, donc on a défini des enregistrements. Donc, un enregistrement, c'est une structure de données. Donc, pourquoi? Parce que ça permet de représenter un ensemble de données. Alors, dans ce cas, c'est un regroupement de variables de différents types. Dans un enregistrement, je peux avoir un champ de type entier, un autre champ de type réel, un champ de type booléen, ainsi de suite. Bon, j'ai oublié de dire un tableau, quand on parle de chaîne de caractères, donc c'est une structure de données. C'est un cas spécial des tableaux. Au lieu que ce soit un tableau avec d'ordre général, un tableau de caractères, il peut être traité comme étant une chaîne de caractères. Au chef les chaînes de caractères, on avait des opérations spécifiques. Donc, là, on a défini une structure de données, on a défini des opérations qu'on peut faire sur cette structure. Et donc, chaque fois que vous avez des données qui doivent être représentées de cette manière, vous allez choisir cette structure-là. En bas, on avait posé le problème de taille et le problème de volatilité de la mémoire. Et donc, on avait introduit les fichiers. Donc, et on avait introduit la notion de support mémoire externe. Donc, puisqu'on avait rencontré quelques problèmes lorsqu'on travaille sur la machine, il faut qu'elle soit sous tension. Donc, si on éteint la machine, on perd les données. Donc, on avait pensé à une autre modélisation des données, à une autre représentation des données qui nous permet de sauvegarder les données même si on est hors tension. Et donc, les fichiers, c'est une structure de données. Ça n'a rien à voir avec l'algorithmique. Maintenant, lorsqu'on définit les opérations qui permettent de manipuler ce fichier-là, donc, on est en train de définir le type abstrait. Un fichier, c'est quoi un fichier? Donc, je définis qu'est-ce que je peux faire avec un fichier, voilà. Maintenant, si j'ai les données d'un problème qui nécessite ce type de structure, je l'utilise. Et enfin, ce qu'on avait vu, c'est les listes. Donc, on parlait de l'allocation dynamique de la mémoire. Et on avait vu les listes chaînées, qui sont une structure de données qui répond bien sûr à un problème donné aussi. C'était les problèmes d'accès sur le tableau. Par exemple, lorsqu'on avait des décalages à faire sur le tableau, on voyait qu'il y avait un grand temps perdu, le décalage. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre philosophie de représenter les données, justement, pour accélérer ces opérations-là? Et donc, on avait trouvé ce qu'on appelle les listes chaînées. C'est ce qu'on a vu en première année. Quelle est la différence maintenant entre les donc on a tout vu, non, malheureusement non, on a des choses à faire. Alors, le programme, c'est-à-dire que ce qu'on va faire cette année-là, on a ce qu'on appelle l'analyse des algorithmes. L'algorithmique, c'est quoi? C'est l'art de construire les algorithmes et d'étudier les propriétés de c'est-à-dire la robustesse, la complexité et tout. Donc, justement, le premier chapitre qu'on va voir, classe, on a vu d'ordre général qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est les grandes lignes des algorithmes. Bon, chez les grandes lignes, on a vu en détail les algorithmiques. La classe de problème, c'est l'analyse des algorithmes. On va étudier la complexité des algorithmes. Comment on peut juger qu'un algorithme est efficace par rapport à un autre, ou là, quelles sont les ressources utilisées par cet algorithme.
Deuxième chose, on va continuer les structures de données. Donc, allez, ça fait, on a algorithmique et structure de données. Donc, premier chapitre, il appartient, la première partie, ça fait partie de l'algorithmique. On va dans l'allocation dynamique et liste chaînée. On va continuer. La première année, je fais les listes chaînées, les listes linéaires simplement chaînées. Donc, on va rajouter cette année-là deux autres types de listes. C'est ce qu'on appelle les listes linéaires doublement chaînées ou les listes linéaires chaînées circulaires. Bon, circulaire, je vous une idée à peu près. Il y avait des exercices passés qui parlaient des listes circulaires. Maintenant, on va les voir en détail. L'allocation dynamique en général, on va parler des tableaux dynamiques, on a chose qu'on n'a pas vu en première année aussi, donc on va parler des tableaux dynamiques dans ce chapitre-là. Un troisième chapitre, on va définir aussi de nouvelles structures de données, c'est ce qu'on appelle les piles et les fils. Donc c'est presque la suite des listes chaînées. On va revenir sur l'algorithmique. Une fois déroulé les piles et les fils, donc ça va nous ouvrir un portail vers de nouvelles techniques de programmation, vers de nouvelles techniques d'algorithmique. Donc, on revient sur la première partie algorithmique. C'est pour ça que le module s'appelle algorithmique et structure de données. Donc, Hadoma, ça fait partie de l'algorithmique. Hadi, ça fait partie des structures de données. Une fois qu'on a vu les piles, surtout les piles, ça va nous ouvrir une porte vers ce qu'on appelle la récursivité. Donc, c'est une technique de programmation. Donc, ça fait partie de l'algorithmique, et non pas des structures de données. Le cinquième chapitre, donc on va voir de nouveau, on va revenir de nouveau aux structures de données. Donc on va voir une nouvelle structure qui s'appelle les arbres. On a chauffé en détail, les arbres, peut-être l'état, ce qu'on appelle l'état binaire, leur utilisation, ainsi de suite. Et enfin, on va terminer par ce qu'on appelle les tables de hachage. Un active cave, c'est une structure de données qui permet une certaine représentation, bien sûr, dans le but d'améliorer les algorithmes, d'améliorer les propriétés de l'algorithme. Donc, en gros, si on aura le temps de terminer, Inch'Allah, on va voir tout ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un chapitre, c'est un nouveau chapitre, je vais le détailler la prochaine fois, Inch'Allah. L'allocation dynamique, je vais faire une analyse sur les données que vous avez mises les fiches de renseignement. C'est pour ça que j'ai demandé les notes d'Algo 1 et Algo 2. À partir de l'analyse des données HDA, on va voir est-ce qu'on va vraiment détailler dans ce qu'on a vu ou là je peux entamer directement HDA. Donc si vous avez, la majorité ont bien compris HDA, donc je peux entamer directement. Donc je vais passer un peu parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais passer les listes simplement chaînées parce que vous les avez vues en première année. Et j'entame directement les LLDC et CC. Sinon, je vais refaire un rappel rapide sur ça. On va ensuite faire les piles et les fils. Le temps de faire parce que une fois que si on comprend les listes, ça sera plus facile. Récursivité, donc c'est une notion, c'est une nouvelle notion, donc on va passer un peu plus de temps. Et enfin, bon, les tables de hachage, les deux dernières années, donc il y avait les grèves, il y avait le Irak, donc on n'avait pas le temps d'arriver aux tables de hachage. Donc on va essayer de gérer de telle sorte que vous auriez au moins une idée sur les tables de hachage, parce que c'est important, surtout pour les années prochaines, que ce soit le deuxième semestre ou le master, lorsque vous allez étudier les bases de données. Donc, vous en aurez besoin. Donc, si on parle du module algorithmique et structure de données, les deux chapitres Hadoma 1 et 4, donc ça fait partie de algorithmique. Les autres chapitres, donc 2, 3, 5 et 6, ça fait partie des structures de données. Donc voilà, en gros, oui, j'ai des questions là. Bon, il y a votre camarade Benchir qui dit ça. Elle dit que le problème est que les listes simplement chaînées, nous l'avons fait vite, comme il n'y avait pas assez de temps l'année passée. Bon, si on voit la majorité à passer rapidement sur les listes, donc je peux le faire, mais je peux le faire d'une manière un peu accélérée, mais je peux le refaire sans problème. Mais pas de souci là.
Est-ce qu'on arrive à entendre? Il n'y a pas de problème de son? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On termine le page. Donc, bibliographie, vous l'avez là. Donc, vous avez, il est téléchargeable, l'ouvrage il est téléchargeable. Bon, ça concerne les arbres plutôt. D'accord, il y a un autre ouvrage qui est téléchargeable aussi. Il y a une version PDF d'Arou, algorithmique des arbres. Il y a un algorithmique qui est fait de données génériques. Les cours exercices, bon, les exercices, je corrigé, mais comme vous allez voir une idée sur les exercices, il y a l'ouvrage de c'est ce qu'on appelle le Corman. Donc, lorsqu'on parle Corman, c'est quelque chose de... C'est un grand livre, fait plus de 600 pages. Il y a une version PDF en ligne. Essayez de sur Internet de télécharger. Sinon, le bibliothèque a besoin vous pouvez emprunter l'ouvrage, mais on a une version numérique. Si vous n'avez pas le télécharger, je peux vous l'envoyer. وعندكم mon dernier ouvrage sur les il y a des rappels, c'est des exercices corrigés. Corman ne fait que corriger, Corman fait des exercices, bon, il propose des exercices, mais le niveau de il est assez élevé, c'est-à-dire qu'il y a des chapitres où peut-être on baisse le niveau de ta licence, mais surtout au niveau master. Mais quand même, ça vous donne une idée, surtout quand on arrive à faire des trucs un peu intéressants. Mais malheureusement, les exercices ne sont pas corrigés ou ils sont un peu durs, les exercices quand même. Mais vous aurez quand même une idée sur ça. Donc, c'est ce que termine la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, vous les posez. Mais le programme officiel, donc, on va le commencer la semaine prochaine. Alors. D'accord, merci, monsieur. Si vous avez des questions. Sinon, on la semaine prochaine. Donc, pour les fiches, donc j'attends que les gens terminent l'envoi pour faire justement une étude sur les résultats de l'année passée pour voir comment présenter le nouveau cours. Monsieur le TP. Oui. Le TP. Oui. Monsieur. Bon, vous avez un assistant de TP. Bon, il va faire, certainement, il va commencer les TP en ligne. C'est toujours le C. Le TP, c'est toujours le C. Bon, les premiers TP, vous allez commencer par des trucs de l'année passée. Donc, les derniers chapitres de l'année passée. Bon, je sais bien qu'il va y avoir un problème TP parce qu'il y a des sections leaders avant ça ou qu'il y a des sections avançage. Donc, tout dépend de... On va faire une mise à niveau quand même. On va essayer de faire une mise à niveau parce que le problème, c'est que les étudiants arrivent de sections différentes. Donc, il y a peut-être les listes des TP ou qu'il y a des ne même pas les tableaux. Donc, on va essayer de trouver une solution de telle sorte qu'on va mettre des mises à niveau. Peut-être à la limite, je ne sais pas, on va créer des groupes en dehors de l'emploi du temps officiel. On va créer des groupes de rattrapage ou des groupes de mise à niveau pour les gens qui n'ont pas fait, par exemple, des procédures de fonctions. Donc, on va leur faire quelques séances pour se rattraper. Je vais proposer ça, je vais discuter ça avec les assistants. Bon, le TD, la même chose. Donc, vous avez, je pense qu'il y a deux groupes. L'assistant de TD et le TP, c'est le même. Il y a un seul groupe qui sera assuré par Monsieur Laichi. Donc, on va essayer de trouver des solutions de mise à niveau TP. Mais le langage, c'est le C. Le langage, c'est toujours le langage C. Oui, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. à la prochaine séance, on va suivre le planning. Oui, on va suivre le planning. Donc, si vous avez des suggestions après, bon, pour le moment, on va suivre le planning.
parce que باش ما نطيحوش en problème avec les collègues مع d'autres recruteurs qui vont programmer, ils vont respecter le plan d'emploi du temps. Si on programme ailleurs, ça peut poser des problèmes. Donc, pour le moment, au moins pour le début, on va respecter l'emploi du temps. On va voir si ça dérange, on peut changer les programmations dans les temps de l'administration. D'accord, monsieur, merci. Et d'autres. Monsieur, vous pouvez nous envoyer les cours, les documents du Oui. cours? Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on termine le cours, je vais vous envoyer le. Bon, Hadam a fait voilà, pratiquement c'est des rappels, donc on n'a pas besoin de voir. Et à partir de la semaine prochaine, chaque fois qu'on termine le cours, je vais vous envoyer les diapos, vous envoyer la présentation, bien sûr la série d'exercices. Donc, ce que je vous propose, ça veut pas, si j'envoie la diapo, ça ne veut pas dire, mais vous notez quand même. Donc, quand vous suivez les cours, vous prenez des notes, lorsque vous allez revoir, le cours, au moins, vous auriez les points les remarques que vous avez pris, vous allez les voir en détail sur la diapo. Bon, quand il y a un de vos camarades qui a demandé la permission d'enregistrer les cours, bon, ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Au contraire, ça sera diffusé pour tout le monde, c'est dans l'intérêt des étudiants. Donc, la personne qui a la possibilité d'enregistrer, donc elle peut enregistrer. La seule remarque, je préfère voir avant, je ne n'importe quoi, le net. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, تقدر تبعت لنا اللين تاع الليفر تاعك؟ Le livre fait des droits à la maison d'édition, donc ma cache en PDF, il n'est pas en numérique, il se vend chez Page Bleue, donc on n'a pas le droit de l'envoyer en PDF. Monsieur, c'est même ta première année, édition bleue. Non, édition Page Bleue, oui, c'est le même éditeur, mais Algo 3. c'est l'Algo 3. Très bien, merci beaucoup. Oui, d'autres remarques? Bon, il a un problème spécifique, donc vous avez mon mail. De commun, donc vous avez vos délégués. Donc je pense qu'il y a un délégué et un suppléant, donc à travers vos délégués, donc on se partage les trucs communs. Maintenant, il y a un cas spécifique, un problème, des lacunes spécifiques, il a besoin de quelque chose de spécifique. Vous avez mon mail, je suis là pour répondre et pour donner de l'aide dans la mesure du possible. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, l'application, donc pour le moment, je travaille en WebEx. L'université Melzen m'a donné une solution officielle. Apparemment, elle tend vers Google Meet. Je ne sais pas. Donc, pour le moment, on travaille avec WebEx. S'il y a quelque chose de nouveau, donc ça sera transmis. Allez, bonne journée, la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, Inch'Allah. Je vais vous envoyer l'invitation au cours de la semaine à dire. Merci, monsieur. Merci. OK.